Je pense qu'il est important de mettre un accent un peu sur ce qu'on appelle la compétence motrice ou l'habilité motrice. La compétence motrice, ça correspond au concept de savoir-faire, de savoir agir avec efficacité. Et il faut savoir que les compétences ou les habilités sont acquises et consolidées par apprentissage et par l'apprentissage et l'automatisation du mouvement. Disons que l'être humain dans son parcours développe une série de compétences qui peuvent être motrices, intellectuelles, sociales et communicatives. Donc, le savoir-faire contient également une présomption de réussite de la tâche et donc de qualité de l'action. Les compétences motrices sont des schémas moteurs qui constituent des gestes globaux typiques de l'espèce humaine et que nous utilisons pour interagir avec l'environnement et avec les autres. Une fois que ça a été défini, quelles sont les caractéristiques générales des compétences, le résultat de l'apprentissage, la représentation des formes visibles de mouvement, les caractéristiques de la spécificité, les caractéristiques de la constance, de leur expression, même dans les situations d'utilisation différentes et ordinaires. Alors, essayons en même temps de faire une mini classification des compétences en fonction de l'utilisation de l'exécution. En ce qui concerne l'utilisation, on a l'exécution globale, on a l'utilisation partielle. En ce qui concerne l'exécution, on a une exécution simple, une exécution complexe des compétences. Si on veut classifier les compétences en fonction de l'utilisation du geste, comprend l'organisation de la tâche. On a premièrement une utilisation discrète, une utilisation sérielle, une utilisation continue. Discrète, c'est quand une action est courte et a un début, à une fin définie. Sérielle, c'est quand une tâche motrice est ordonnée avec une séquence périodique et répétitive et qui nécessite plus de temps. Continue, c'est quand l'action se déroule de manière cyclique, sans début et fin identifiable, de façon répétitive et rythmique. Voilà. On peut maintenant faire une classification des compétences à travers la finalité du geste. La finalité du geste peut être utilitaire ou de performance. Utilitaire, c'est quand l'action est utile pour la vie et le bien-être. De performance, c'est quand le geste est pratiqué dans le but d'atteindre une performance sportive. Passons maintenant à l'importance entre les éléments moteurs et cognitifs. Alors, on a la compétence cognitive, on a la compétence motrice. La compétence cognitive, ça comprend quoi? La prise de décision, les stratégies maximales dans le savoir quoi faire et à quel moment. Et maintenant, la compétence motrice comprend le contrôle moteur maximal, la prise de décision minimale et comment exécuter correctement un geste. Voilà la différence entre la compétence cognitive et la compétence motrice. Si on prend je ne peux pas parler de compétences motrices sans prendre un exemple. L'exemple de compétences, par exemple, les jeux d'échecs, l'enseignement d'une activité sportive, le saut en hauteur, l'haltérophilie. Passons maintenant à la classification des compétences en fonction de l'adaptation du geste à une situation environnementale. L'adaptation peut être ouverte ou fermée. Ce qu'on appelle open skill, close skill. Alors, ouverte, ça comprend une tâche motrice exécutée dans un environnement imprévisible, variable et nécessitant une adaptation continuelle. Fermé, c'est quand une tâche motrice est exécutée dans un environnement stable, prévisible et qui ne nécessite pas d'adaptation. Si on évoque le niveau d'efficacité d'une compétence, il faut savoir que certaines personnes sont plus habiles à atteindre un objectif moteur particulier quand ils possèdent une ou plusieurs qualités. Les qualités sont la sécurité du mouvement, la dépense minimale d'énergie et le temps réduit. Maintenant, si on évoque les méthodes de mesure, comment est-ce qu'on peut mesurer les compétences? On a premièrement la méthode d'observation et de description des caractéristiques intrinsèques du sujet. On a aussi les méthodes mesurant l'effet que le mouvement produit. Maintenant, une fois qu'on parle de compétences, il faut savoir compétences ou habilités, il faut savoir différencier, faire la différence entre les capacités motrices et les compétences motrices. La capacité motrice, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est les prérequis que l'individu possède pour réaliser des performances motrices ou sportives. Par contre, les compétences motrices, ce sont des actions motrices ou des parties d'entre elles qui sont automatisées par des répétitions conscientes par l'athlète. Quand on parle de différence, ça veut dire qu'il y a aussi une relation entre les deux terminologies. Donc, la relation entre les capacités motrices et les compétences motrices, ça comprend quoi?
ça comprend, disons, l'augmentation des capacités motrices. Cette augmentation se réalise grâce à l'apprentissage, à l'automatisation et à l'utilisation des compétences motrices selon des principes bien définis. Quand on parle de compétences, il y a un processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage permet le changement relativement permanent dans les performances ou les potentialités du comportement réalisable grâce à l'expérience ou à la pratique. Et quand on parle d'apprentissage, on ne peut pas parler de l'apprentissage moteur, qui est tout simplement un processus interne qui détermine la capacité d'un individu à exécuter une action motrice. Donc, le niveau d'apprentissage s'améliore avec l'exercice et c'est souvent déduit en observant la stabilité des niveaux de performance motrice de l'individu ou de l'athlète. Parlons maintenant des stades d'apprentissage moteur. Le premier stade, c'est la phase de coordination grossière. Alors, disons que dans ce stade, la représentation mentale est imparfaite. Le mouvement est peu fluide et harmonieux. Alors, dans cette phase, on commence avec la compréhension du mouvement à effectuer. Il faut savoir que dans cette phase aussi, la clarté, la précision et la concision de l'information sont importantes. Donc, la structure du mouvement ne correspond que vaguement à ce qui est demandé. Et la performance est bien évidemment médiocre parce que on est là dans les conditions initiales qui doivent être déjà d'abord faciles. Et ensuite, on augmente les difficultés au fur et à mesure. Ça, c'est la première phase. Ou encore la phase de coordination grossière. Maintenant, si on passe à la phase de coordination fine, qui est la deuxième phase, il faut savoir que dans cette phase, l'action se perfectionne de plus en plus avec un meilleur contrôle. Et l'action s'améliore en termes de précision, de constance et de fluidité. Donc, la représentation interne du geste est plus détaillée et précise. Les changements sont plus lents et il peut y avoir des moments de stagnation et même de régression temporaire suivis des nouveaux progrès. Passons maintenant à la dernière phase qui est la phase de disponibilité variable. Dans cette phase, il faut savoir que le mouvement est encore perfectionné et exécuté avec confiance, rapidité et précision. Donc, on a une riche représentation interne de l'action idéale qui s'est formée. Une caractéristique typique de cette phase, c'est l'automatisation de nombreuses opérations mentales, de la perception à l'exécution du mouvement. Donc, on a les améliorations de la performance qui sont très lentes, mais qui sont réalisées avec les efforts. Si on parle de la performance et de l'apprentissage moteur, il faut savoir que la performance motrice est toujours observable et influencée par différents facteurs. La motivation, la concentration, l'attention, la fatigue et même la condition physique. Donc, l'apprentissage moteur est dans un processus interne qui reflète le niveau de capacité individuelle et de performance qui peut être évalué en fonction de la stabilité relative de l'exécution d'un mouvement. La performance s'exprime aussi à travers la réalisation des compétences dans les conditions spatio-temporelles et les situations environnementales compétitives.